Nous tenons premièrement à remercier les organisateurs de cette conférence, particulièrement notre maître, le professeur Bileko, qui a bien voulu nous associer à cette conférence de l'Association des médecins du Congo. Nous avons ainsi l'immense honneur de parler sur la prise en charge de l'hypertension artérielle au Congo. Quels sont les défis et les perspectives? En d'autres mots, quels sont les obstacles et quelles sont les perspectives pour améliorer la prise en charge de l'hypertension artérielle au Congo? Notre présentation va porter essentiellement sur trois parties. La première va s'intéresser à l'épidémiologie de l'hypertension artérielle. Ensuite, nous verrons quelques notions de prise en charge de l'hypertension artérielle en tenant compte des recommandations internationales sans trop insister sur les détails de prise en charge. Et enfin, nous allons voir les défis et les perspectives de la prise en charge de l'hypertension artérielle au Congo. Nous ne déclarons aucun conflit d'intérêts. On ne le dira jamais assez, l'hypertension artérielle est un problème majeur de santé publique. C'est la première maladie chronique dans le monde avec une prévalence de 34%, ce qui revient à dire une personne sur 3 à travers le monde est hypertendue. L'hypertension est responsable d'une morbimortalité importante. On compte à peu près 10 millions de décès prématurés par an et ce sont des décès qui sont évitables normalement. Et c'est à juste titre qu'on l'appelle tueur silencieux parce que la maladie évolue à bas bruit. Généralement, lorsqu'on la découvre, les complications surviennent déjà. L'hypertension artérielle entraîne un lourd fardeau financier pour les individus, les familles, les systèmes de santé et les pays. Lorsqu'on regarde la fréquence de l'hypertension artérielle dans le monde, dans les années 2000, on comptait 972 millions d'hypertendus à travers le monde. Et déjà, les prévisions disaient que dans les années 2025, le monde compterait 1,5 milliard d'hypertendus, soit une augmentation de 60% en 25 ans, ce qui est beaucoup. Et d'après l'Organisation mondiale de la santé, en 2025, le nombre d'hypertendus à travers le monde est de 1,4 milliard. Lorsqu'on regarde la prévalence de l'hypertension artérielle en Afrique, la prévalence varie entre 20 et 45% en Afrique. Et en l'an 2000, on comptait 80 millions d'hypertendus en Afrique. Et actuellement, en 2025, on compte à peu près plus de 150 millions d'hypertendus en Afrique. Donc, soit une augmentation multipliée par 2 par rapport aux pays occidentaux. Ce qui montre que même en Afrique, la prévalence de l'hypertension artérielle est en augmentation. Et comme vous pouvez le voir sur cette figure à gauche, les prévalences de l'hypertension artérielle en Afrique débutent à partir de 34%. Voilà pourquoi l'Afrique subsaharienne est coloriée ici en rouge, comme on peut le voir sur cette figure. Lorsqu'on regarde la prévalence et la progression de l'hypertension artérielle par région, on constate qu'au niveau de l'Afrique, la prévalence a tendance à augmenter par rapport aux années 1980. Contrairement à d'autres régions du monde, par exemple l'Europe ou bien l'Amérique, ici, en bleu foncé, la prévalence en Amérique ou bien en Europe a tendance à baisser quand on compare par rapport aux années antérieures, donc les années 1980 et les années 2008, la prévalence a tendance à baisser. Par contre, en Afrique, c'est plutôt l'inverse. La prévalence de l'hypertension artérielle est en augmentation. Et cela s'explique par l'urbanisation, l'industrialisation et surtout la modification du style de vie. Aujourd'hui, les Africains de plus en plus mangent mal, une alimentation excessive en sel, nous consommons beaucoup de sel aujourd'hui, nous consommons beaucoup de produits ultra transformés, par exemple les hamburgers, nous prenons beaucoup de boissons sucrées, il y a de plus en plus la sédentarité,
nous bougeons un peu moins, nous faisons pas assez d'activité physique. L'obésité est en augmentation en Afrique, le stress chronique. Tous ces facteurs contribuent à élever la fréquence de l'hypertension artérielle en Afrique par rapport à d'autres régions. Et comme on peut le voir ici en bas à droite, on voit au fur et à mesure que les années avancent, la prévalence de l'hypertension artérielle est en augmentation en Afrique subsaharienne. Et donc, c'est un véritable problème de santé publique. L'hypertension artérielle est le premier facteur de risque d'accidents vasculaires cérébraux. C'est la première cause d'insuffisance cardiaque et d'insuffisance rénale en Afrique. Ici, à gauche de notre écran, nous voyons que l'hypertension artérielle ici, c'est le premier facteur de risque des accidents vasculaires cérébraux, loin devant les dyslipidémies, les problèmes de cholestérol, loin devant l'obésité, devant l'inactivité physique. C'est donc le premier facteur de risque d'accident vasculaire cérébral dans notre contexte. Et ici, à droite, l'étude Thésus avait montré dans la plupart des pays africains, l'hypertension artérielle, c'est la première cause d'insuffisance cardiaque, suivie de la cardiomyopathie dilatée, ensuite de la maladie rhumatismale. Et ces données au niveau de l'Afrique sont superposables dans notre pays, que ce soit dans le service de cardiologie, dans le service de neurologie ou bien dans le service de néphrologie, l'hypertension artérielle, c'est la première cause, c'est le premier facteur de risque des accidents vasculaires cérébraux. Il est important de rappeler les particularités de l'hypertension artérielle en Afrique subsaharienne. De plus en plus, l'hypertension artérielle se voit chez des sujets jeunes. Les sujets sont de plus en plus jeunes et donc cela entraîne une perte de productivité. Les formes sévères sont fréquentes. Lorsqu'on découvre l'hypertension artérielle, ce sont des sujets souvent jeunes, avec des pressions très élevées. Généralement, c'est une hypertension artérielle de grade 3. Le niveau socio-économique, généralement, il est faible. Ce qui pose le problème de prise en charge, notamment les patients ont du mal à acheter ou bien à renouveler leurs médicaments du fait de leur niveau socio-économique qui est assez faible. Généralement, l'hypertension artérielle, même à la découverte ici en Afrique, l'hypertension est déjà compliquée, s'accompagne déjà de complications, que ce soit au niveau soit du cœur, des reins ou bien au niveau cérébral. Donc, c'est une hypertension artérielle. Lorsqu'on la découvre, souvent, il y a déjà des complications qui existent. Elle est rarement isolée, cette hypertension artérielle en Afrique subsaharienne. Elle s'accompagne souvent d'une constellation d'autres facteurs de risque cardiovasculaire. Il y a au moins 2 facteurs de risque cardiovasculaire. C'est un patient qui est hypertendu, mais quand on va rechercher, il est soit obèse, ou bien il a un problème de dyslipidémie, ou bien il fume, ou bien il est diabétique. Donc, rarement l'hypertension artérielle chez l'Africain est isolée. Et donc, du fait de l'association des facteurs de risque cardiovasculaire, le risque cardiovasculaire est souvent élevé. Le risque cardiovasculaire, c'est la probabilité de développer une maladie cardiovasculaire dans les 10 années à venir. Et ce risque cardiovasculaire s'évalue à l'aide de certains scores ou bien des ABAC. Et donc, par conséquent, la mortalité de l'hypertension artérielle chez le sujet de race noire, la mortalité est très souvent précoce, ce qui pose un véritable problème dans notre contexte. Lorsqu'on regarde le diagnostic, le traitement et le niveau de contrôle de l'hypertension artérielle dans le monde, d'après le rapport de l'Organisation mondiale de la santé de 2025, on compte à peu près 1,4 milliard d'hypertendus à travers le monde. Et parmi ces patients, 800 millions d'hypertendus sont diagnostiqués, 60 millions d'hypertendus ne sont pas du tout diagnostiqués. Ce sont des patients qui sont hypertendus, mais ne le savent pas. Ils ne sont pas diagnostiqués et ça fait 60 millions, c'est énorme. Parmi les 800 millions de patients
diagnostiqués, 630 millions sont traités. 130 millions, 160 millions de patients hypertendus ne sont pas du tout traités. Et parmi les patients traités, donc les 630 millions, seulement 320 millions d'hypertendus sont contrôlés. Donc à peu près sur les 1,4 milliard d'hypertendus dans le monde, plus d'1 milliard d'hypertendus ne sont pas du tout contrôlés. Et donc cela expose tous ces patients à des complications cardiovasculaires. C'est un véritable problème. Là, c'est au niveau mondial. Alors, qu'en est-il au niveau africain? En 2015, des auteurs nigériens avaient fait un travail et à partir d'une prévalence de 30% de l'hypertension artérielle en Afrique subsaharienne, seulement 27% de patients sont dépistés. Donc, 73% des patients hypertendus ne sont pas du tout dépistés. Parmi ces patients dépistés, donc les 27%, seulement 18% de patients sont traités. 82% de ces patients, bien que dépistés, mais ils ne sont pas du tout traités. Et parmi les patients traités ici, les 18%, seulement 7% de ces patients ont une pression artérielle contrôlée, contre 93% ici de patients hypertendus, pourtant traités, mais ne sont pas du tout contrôlés. Ce qui revient à dire qu'en Afrique, nous avons effectivement un problème de dépistage, il y a un sous-dépistage, il y a un problème dans le traitement, il y a un problème dans le contrôle de l'hypertension artérielle. Le contrôle de l'hypertension artérielle en Afrique est faible. Donc, pour un total d'hypertendus à peu près de 150 millions en Afrique, si nous prenons un contrôle de 10%, d'après les dernières données, à peu près 135 millions d'hypertendus sont hors contrôle. 135 millions d'hypertendus en Afrique sont hors contrôle. Et ça, c'est un sérieux problème. Le paradoxe de l'hypertension artérielle en Afrique, soit les personnes sont hypertendues, mais ne le savent pas, ou alors ces personnes, elles savent qu'elles sont hypertendues, mais ne sont pas du tout traitées, ou alors elles sont traitées, mais ne sont pas du tout contrôlées, ou ces personnes sont contrôlées, mais pour combien de temps? Généralement, les problèmes d'observance se posent avec acuité dans notre contexte, si bien qu'aujourd'hui le patient est contrôlé, 6 mois après, ce dernier qui était pourtant contrôlé, il ne l'est plus. Et cela constitue un problème. Alors, qu'en est-il du Congo-Brazzaville? D'après le programme de l'Organisation mondiale de la santé, en 2025, sur l'ensemble des hypertendus âgés de 30 à 79 ans au Congo-Brazzaville, 39% seulement d'entre eux, ici, sont diagnostiqués. 24% de ces hypertendus sont traités et seulement 11% de patients hypertendus sont contrôlés. Et nous voyons ici à droite, l'objectif de l'OMS est d'atteindre un contrôle de 50% de l'hypertension artérielle entre 2025 et 2030. Et donc, vous voyez que le Congo est encore loin de cet objectif de contrôle de 50%. Il y a donc un sous-diagnostic important dans notre pays. Environ 6 adultes hypertendus sur 10 ignorent leurs conditions. Le traitement, il est insuffisant. Le contrôle est extrêmement faible. 1 personne sur 10 est contrôlée. Donc, 9 personnes sur 10 sont hors contrôle au Congo. Donc, le Congo fait partie des pays ayant un faible taux de contrôle tensionnel.
Cette situation est d'autant grave lorsqu'on sait, toujours d'après le rapport de l'OMS, que 60% des décès cardiovasculaires au Congo sont attribuables à l'hypertension artérielle. 60% de décès cardiovasculaires au Congo sont attribuables à l'hypertension artérielle, mais pourtant cette hypertension artérielle n'est pas suffisamment contrôlée. Ce qui explique l'importance de la mortalité que nous observons dans notre pays, car les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité dans la plupart de nos pays. On sait que les complications de l'hypertension artérielle surviennent soit par une action directe au niveau de l'organe ou bien du vaisseau, soit par le biais de l'athérosclérose, et à ce moment, d'autres facteurs de risque cardiovasculaire rentrent en ligne de compte, et parmi ces facteurs, il y a la dyslipidémie, le tabac, l'obésité, la sédentarité, l'hérédité. Donc, tous ces facteurs accumulés vont accélérer l'athérosclérose qui va entraîner des complications, soit au niveau cérébral, les accidents vasculaires cérébraux qui peuvent être ischémiques ou hémorragiques, l'encéphalopathie hypertensive, ici la démence vasculaire, donc c'est un trouble de la mémoire et c'est une situation fréquente que l'on voit dans notre contexte africain. C'est cette personne âgée qui est hypertendue et qui présente une démence vasculaire qui un matin va dans la douche, prendre sa douche à l'extérieur de la maison et en ressortant se retrouve dans la maison des voisins à côté. Elle ne se rend pas du tout compte. Et ici en Afrique, souvent on interprète autrement en disant qu'il s'agit d'une personne de mauvaise volonté qui a manqué son atterrissage la nuit. Il s'agit en fait d'une démence vasculaire. Et ce sont des situations que nous voyons fréquemment dans notre contexte. Au niveau de l'œil, il peut y avoir une rétinopathie hypertensive avec la perte de la vision. Au niveau des artères ici, on pourrait avoir l'artéropathie périphérique, l'anévrisme de l'aorte. Au niveau rénal, l'insuffisance rénale. Au niveau cardiaque, l'hypertension peut se compliquer d'hypertrophie ventriculaire gauche, de coronaropathie ou bien de crise cardiaque, c'est-à-dire un vaisseau au niveau du cœur se bouche du fait de l'athérosclérose. Ça peut se compliquer d'insuffisance cardiaque ou bien de troubles du rythme, dont le plus fréquent est la fibrillation auriculaire. Depuis 2024, une nouvelle classification de l'hypertension artérielle a été faite par la Société européenne de cardiologie. Cette classification distingue 3 types d'hypertension artérielle, 3 classes ou 3 catégories. La première classe, c'est la pression artérielle non élevée, le numéro 1 ici. Pression artérielle non élevée, c'est-à-dire pression artérielle systolique inférieure à 120, pression artérielle diastolique inférieure à 70 mm de mercure. Vous remarquez que dans cette nouvelle classification, on ne dit plus pression artérielle normale, parce que de plus en plus, on ne sait plus trop où se situe exactement la normale de la pression artérielle, parce que les complications cardiovasculaires ont tendance à commencer un peu plus tôt. Donc la nouvelle classification dit pression artérielle normale, pression artérielle non élevée, inférieure à 120/70, donc inférieure à 12,7, ou bien pression artérielle élevée, lorsque la pression artérielle est comprise entre 120/70 et 140/90. Donc entre 12,7 et 14,9, c'est déjà une pression artérielle élevée. Et on parlera d'hypertension artérielle lorsque la pression artérielle sera supérieure ou égale à 140/90 mm de mercure. Pourquoi les recommandations actuelles ont beaucoup insisté sur cette deuxième catégorie, donc pression artérielle élevée ici? Eh bien, c'est parce qu'on a constaté que même lorsque la pression artérielle était considérée normale, comme avant, on enregistrait beaucoup de complications cardiovasculaires
comme on peut le voir ici sur cette figure, entre 120 et 140 mm de mercure, il y a une fréquence non négligeable des complications cardiovasculaires. Ici en rouge, on voit ici la cardiopathie ischémique entre 120 et 140, les AVC hémorragiques, les AVC ischémiques, les problèmes d'insuffisance rénale. Pourtant, la pression artérielle est normale. Et donc, les nouvelles recommandations ont voulu ressortir cette classe d'hypertendus pour qu'on puisse porter une action particulière, même lorsque la pression artérielle est considérée entre guillemets normale. Mais si ce patient a d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, si ce patient a un risque cardiovasculaire élevé, c'est un patient qu'il faudra prendre en charge, surveiller pour éviter que ce dernier ne fasse des complications cardiovasculaires. En ce qui concerne la stratégie diagnostique, cette stratégie diagnostique comporte deux volets. Premièrement, il y a le dépistage. Deuxièmement, il y a la confirmation du diagnostic. Le dépistage se fait à chaque consultation médicale. Il n'est pas concevable aujourd'hui de consulter un patient, même pour un autre symptôme, sans mesurer la pression artérielle, parce que les nouvelles recommandations insistent sur le dépistage de l'hypertension artérielle. Donc, c'est à chaque consultation médicale, on peut faire un dépistage de masse, soit dans des écoles, dans des marchés, dans des pharmacies, et lorsqu'on trouve une pression artérielle supérieure ou égale à 140 sur 90, l'idéal serait de confirmer le diagnostic avant de pouvoir dire que ce patient est hypertendu. Il est conseillé de faire des mesures en dehors du cabinet, c'est-à-dire soit l'automesure tensionnelle, c'est le patient lui-même qui mesure sa pression artérielle au domicile, en pratiquant la règle des 3 mesures le matin, 3 mesures le soir pendant 3 jours, et ensuite on fait la moyenne pour voir si le patient est hypertendu. Ou alors, on peut faire la mesure ambulatoire de la pression artérielle. Ces mesures hors du cabinet sont importantes parce que l'hypertension artérielle blouse blanche, c'est un patient sur 4. Donc, lorsqu'on reçoit 4 patients hypertendus au cabinet, un patient sur 4, c'est une hypertension artérielle blouse blanche. Et pour ne pas passer à côté d'une hypertension artérielle masquée, c'est-à-dire le patient arrive avec une pression normale au cabinet, mais lorsque il repart chez lui, la pression artérielle est élevée. C'est une HTA masquée, et donc il est conseillé de pratiquer ces mesures en dehors du cabinet. Alors ici, c'est pour illustrer tout ça. La mesure ambulatoire de la pression artérielle, ici à gauche, c'est ce dispositif. L'automesure, c'est un appareil, un tensiomètre électronique ordinaire. Et donc, les recommandations, comme on l'a dit, insistent sur la confirmation de l'hypertension artérielle, sauf si on est en face d'un patient qui a une pression artérielle déjà sévère, supérieure ou égale à 180 sur 110. À ce moment-là, on peut dire, sans trop se tromper, qu'il s'agit a priori d'un patient qui est hypertendu. Mais dans d'autres cas, c'est mieux de confirmer. Mais parfois, surtout dans nos pays où les ressources financières sont limitées, le patient ne peut pas faire l'automesure ou bien la mesure ambulatoire de la pression artérielle parce qu'il n'a pas d'appareil pour l'automesure ou bien parce qu'il n'a pas de quoi payer l'examen pour faire la mesure ambulatoire de la pression artérielle. Il est conseillé à ce moment de faire une série de mesures, même au cabinet. Donc, on fait 3 mesures successives et on va faire la moyenne des 2 dernières mesures et cela va s'étendre sur plusieurs semaines avant de pouvoir dire que le patient est hypertendu. Bon, ici, c'est pour rappeler les conditions de mesure de la pression artérielle qui doivent être respectées, sinon on aura des erreurs de mesure. Le patient doit être bien installé, il doit être dans une pièce tranquille, la température doit être confortable, il ne doit pas fumer, il ne doit pas prendre du café, pas d'activité physique les 30 minutes qui précèdent la mesure. Le patient doit avoir s'adosser, donc son dos doit être appuyé au dossier de la chaise, comme on le voit ici. Les pieds doivent être posés à plat sur le sol. Il ne doit pas avoir des pieds croisés. Le bras placé sur la table, il doit être appuyé sur la table. Le bras ne doit pas être comme ça ou bien comme ça. Il faut qu'il y ait un support parce que les études ont montré que
lorsque la pression artérielle est prise dans ces conditions, le bras qui n'est pas placé sur une table, par exemple, il y a des variations de pression artérielle. La pression artérielle peut être erronée. Donc, il faut au maximum respecter les conditions de mesure pour ne pas se tromper, que ça soit à la consultation au cabinet ou bien lors de l'automesure à domicile. Alors, la stratégie de prise en charge de l'hypertension artérielle, elle passe d'abord par un bon diagnostic de l'hypertension artérielle. Ensuite, il faut une bonne évaluation du patient hypertendu. N'oubliez pas qu'on l'a dit, les patients généralement ont une constellation de facteurs de risque. Donc, il faut faire une évaluation pour rechercher les autres facteurs de risque cardiovasculaire, faire une évaluation pour rechercher s'il y a déjà une atteinte des organes cibles. N'oubliez pas qu'en Afrique, on l'a dit, l'hypertension artérielle se complique très souvent et apparaît très tôt. Donc, il faut faire une bonne évaluation du sujet hypertendu. Les mesures hygiéno-diététiques doivent jouer un rôle important dans la prise en charge du sujet hypertendu. Il faut insister sur les mesures hygiéno-diététiques. Bien sûr, le traitement médicamenteux doit être adapté. Et enfin, le suivi doit être rigoureux. Alors ici, nous rappelons rapidement les mesures hygiéno-diététiques. Il faut limiter la consommation de sel jusqu'à 6 grammes par jour. Donc, on recommande entre 4 et 6 grammes par jour. Il faut réduire le poids en fixant un indice de masse corporelle inférieur à 25 kg par mètre carré. Il faut conseiller la pratique d'une activité physique régulière. 30 minutes environ, 3 fois par semaine, c'est déjà bien. Il faut limiter la consommation d'alcool, c'est important parce que l'alcool élève la pression artérielle. Il faut encourager un régime alimentaire riche en légumes, en fruits, parce que cela apporte du potassium. Et il a été montré que le potassium contribue à baisser la pression artérielle. Un régime pauvre en graisses saturées. Si le patient consomme de la cigarette, il faut déconseiller le patient de poursuivre la consommation de tabac. En ce qui concerne les classes médicamenteuses, ce qu'il faut retenir, d'après les recommandations, c'est essentiellement 5 classes qui doivent être utilisées dans la prise en charge de l'hypertension artérielle. Il y a les bloqueurs du système rénine-angiotensine-aldostérone, ici les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou bien les ARA2. Il y a les inhibiteurs calciques, ici à droite, dont le chef de file c'est l'amlodipine. Il y a les bêta-bloquants, ici en bas, et enfin les diurétiques. Alors ici, il faut dire qu'il s'agit des diurétiques thiazidiques et non les diurétiques de Lens comme le furosémide que nous voyons souvent dans les structures de santé que l'on prescrit chez les hypertendus qui n'ont pas de complications. Donc, ce sont les diurétiques thiazidiques comme l'hydrochlorothiazide ou bien l'indapamide. Alors, la première étape dans la prise en charge de l'hypertension artérielle, il est de plus en plus conseillé d'utiliser des associations fixes en utilisant un bloqueur du système rénine-angiotensine-aldostérone, donc soit un IEC ou un ARA2, associé soit à un inhibiteur calcique ou bien un diurétique thiazidique. On commence généralement par une faible dose et on va faire une titration progressive. Généralement, cette bithérapie arrive à contrôler 60% de patients lorsque on arrive jusqu'à la dose maximale. Lorsque l'objectif thérapeutique ou le contrôle tensionnel n'est pas obtenu avec cette bithérapie, nous passons à la deuxième étape qui consiste à associer 3 molécules. Donc, on passe à une trithérapie. À ce moment, on va utiliser un bloqueur du système rénine-angiotensine-aldostérone associé à un inhibiteur calcique, associé à un diurétique thiazidique. Et généralement, cette trithérapie arrive à contrôler l'hypertension artérielle dans 90% de cas.
Lorsque le patient n'est toujours pas contrôlé, à l'issue de cette deuxième étape, il faut penser à une hypertension artérielle résistante et à ce moment-là, le mieux c'est de référer le patient chez un spécialiste de l'hypertension artérielle. Jusqu'ici, le médecin généraliste peut s'occuper du patient hypertendu jusqu'à la trithérapie. Mais si l'objectif n'est toujours pas atteint, c'est mieux d'envoyer chez un spécialiste, un cardio, un néphro, un neuro, peu importe, qui va essayer de voir est-ce qu'il ne s'agit pas, il va faire la MAPA pour voir si c'est d'abord une vraie hypertension artérielle résistante, voir est-ce qu'il n'y a pas une cause secondaire qui explique cette résistance au traitement. Donc jusque-là, le médecin généraliste intervient. Alors la place des bêta-bloquants, on peut les utiliser à tout moment en fonction de l'indication. Si nous sommes en face d'un patient qui a une hyperactivité sympathique, qui est tachycarde et autres, à tout moment de la prise en charge, on peut ajouter les bêta-bloquants. On va se poser la question, mais quelle est la place de la monothérapie finalement? La monothérapie a toujours sa place chez des sujets fragiles, donc les sujets âgés, chez les sujets qui ont un risque cardiovasculaire faible ou bien qui ont une hypertension artérielle pas très élevée, on peut débuter avec une monothérapie. Alors, quels sont les défis de la prise en charge de l'hypertension artérielle au Congo? Ces défis sont liés au système de santé, au personnel de santé, mais aussi aux patients. Alors, concernant les défis liés au système de santé, il faut dire qu'au Congo, nous avons une faible politique de sensibilisation sur les facteurs de risque de l'hypertension artérielle. Donc, la prévention primordiale, elle est faible. Nous en avons parlé. Normalement, c'est depuis le jeune âge qu'il faut adopter un comportement pour prévenir l'hypertension artérielle. Par exemple, en insistant sur la consommation excessive d'alcool, de sel, le tabagisme, l'obésité, la sédentarité et la mauvaise qualité de sommeil, etc. Aujourd'hui, les jeunes, mais pas seulement les jeunes, sont beaucoup exposés aux écrans et ils restent longtemps à des heures tardives devant les écrans, ce qui perturbe le sommeil. La qualité du sommeil est perturbée et même la quantité du sommeil est perturbée. Aujourd'hui, il a été montré qu'il y a un lien entre la qualité ou la quantité du sommeil et la survenue de l'hypertension artérielle. Ce sont donc des comportements qu'il faut corriger. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une politique adaptée. Mais à côté de ça, nous avons une absence de directive nationale de prise en charge de l'hypertension artérielle. Au niveau national, nous n'avons pas de directive nationale de prise en charge de l'hypertension artérielle. On l'a vu, c'est un problème majeur de santé publique avec une mortalité importante. Nous n'avons pas un programme spécifiquement dédié à l'hypertension artérielle. Il y a un faible dépistage de masse de l'hypertension artérielle. Depuis 2017, la CHAMI, qui est la Société congolaise d'hypertension artérielle et de médecine interne, conduite par notre maître, le professeur Elengambola, organise des dépistages de masse à Brazzaville et à Pointe-Noire. Mais pour le moment, c'est insuffisant parce que pour organiser ce genre de dépistage, cela nécessite un financement important. L'idéal, c'est d'organiser ce dépistage dans plusieurs localités du pays, à l'intérieur, en zone rurale, pour pouvoir avoir une bonne statistique de l'hypertension artérielle. Toujours sur les défis liés au système de santé, nous avons l'absence d'assurance maladie. Et ça pose d'énormes problèmes en ce qui concerne l'accès aux médicaments, ce qui favorise l'inobservance du traitement d'entretien. Parce que les patients n'ont pas d'argent pour pouvoir acheter le médicament. Il y a l'insuffisance d'approvisionnement et de distribution des médicaments dans les centres de santé primaires. Dans nos hôpitaux, dans des CCI et autres, les pharmacies ne sont pas bien approvisionnées en médicaments antihypertenseurs. Donc la chaîne d'approvisionnement n'est toujours pas assurée.
Et enfin, en ce qui concerne les défis liés au système de santé, nous avons une absence de contrôle qualité des antihypertenseurs. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'antihypertenseurs sur le marché, mais la qualité de ces médicaments n'est toujours pas assurée. On ne connaît pas quelle est la bioéquivalence de ces médicaments par rapport aux molécules princeps. On ne peut pas analyser exactement quelle est la quantité, quel est le dosage d'antihypertenseurs. Et donc, ça pose effectivement d'énormes problèmes dans la prise en charge de ces patients. Alors, l'étude Seven a été menée en Afrique, publiée en 2016. Elle avait étudié la qualité des médicaments utilisés en Afrique. Et le Congo, notre pays, faisait partie des pays sélectionnés. Ça faisait au total 10 pays au niveau de l'Afrique. Et donc, on a pris des échantillons dans les pharmacies et chez les vendeurs ambulants. On a sélectionné les produits couramment utilisés dans l'hypertension artérielle, le furosémide, l'hydrochlorothiazide, le captopril, l'athénolol, l'amlodipine. Et donc, ces médicaments, comme on l'a dit, certains pris en pharmacie, achetés en pharmacie. Ces médicaments ont été étudiés, analysés pour voir quelle était la qualité des produits antihypertenseurs que nous utilisons. 16% de médicaments étaient de mauvaise qualité. 16%. 29% pour l'amlodipine, 26% pour le captopril. La proportion de médicaments de mauvaise qualité dépassait les 20% au Congo-Brazzaville. Et les facteurs associés à la mauvaise qualité, c'était le type de médicament, sa version générique ou non, sa zone de production. Effectivement, c'est un problème. Lorsqu'on traite le patient hypertendu, on ne connaît pas la bioéquivalence, on ne connaît pas la qualité, et parfois on est surpris de voir que l'objectif n'est toujours pas atteint, même lorsque le patient semble prendre son traitement régulièrement. En ce qui concerne les défis liés au personnel de santé, il y a l'insuffisance de formation médicale continue du personnel de santé sur la prise en charge de l'hypertension artérielle, ce qui donne des erreurs de prescription des antihypertenseurs. Comme on l'a souligné tout à l'heure, dans plusieurs hôpitaux périphériques, l'hypertension est très souvent traitée par le furosémide. Lorsque on vous envoie le patient pour la poursuite de la prise en charge, il a déjà reçu très souvent le furosémide en intraveineuse, alors que ce n'est pas le traitement adapté dans pareilles circonstances, sauf si c'est une hypertension artérielle compliquée, par exemple en cas d'insuffisance cardiaque, d'OAP notamment, ou bien en cas d'insuffisance rénale. Donc, il y a un problème de formation continue du personnel de santé. Il y a une absence ou bien une faible application des recommandations internationales sur l'hypertension artérielle. Il y a une inertie thérapeutique. L'inertie thérapeutique, c'est lorsque le personnel médical est en face d'un patient qui a une hypertension artérielle non contrôlée, au lieu de majorer par exemple le traitement ou bien de modifier la molécule, de changer, le médecin va dire bon, mais on garde le traitement, on va encore observer. Ça s'appelle l'inertie thérapeutique. Et cette inertie thérapeutique pose effectivement problème dans la prise en charge des patients. Il y a la pénurie des professionnels de santé avec un faible ratio médecin-infirmier par habitant. Donc, nous n'avons pas assez de médecins, nous n'avons pas assez de personnel paramédical. Lorsque on essaie de voir le ratio médecin-infirmier par habitant, au Congo, nous sommes à peu près 5 médecins pour 10 000 habitants. 5 médecins pour 10 000 habitants, d'après l'Organisation mondiale de la santé. Or, il est recommandé 23 médecins pour 10 000 habitants. Donc, nous sommes encore à 5, donc on n'a pas suffisamment de médecins. Les infirmiers, les sages-femmes, nous sommes à peu près à 13 infirmiers, 13 sages-femmes, donc 13 personnels pour le personnel paramédical, pour 10 000 habitants. Donc, on a plus de paramédicaux. Ce qui revient à dire qu'il faut intégrer ce personnel paramédical
dans la prise en charge de l'hypertension artérielle parce que ce personnel est plus nombreux et dans beaucoup de localités dans notre pays, parfois on ne trouve pas de médecin, mais on va trouver un infirmier, on va trouver un assistant sanitaire ou bien un agent de santé communautaire. Donc si ce personnel paramédical peut être formé correctement, cela pourrait améliorer la prise en charge de l'hypertension artérielle. En ce qui concerne les spécialistes de l'hypertension artérielle, ceux qui sont en première ligne dans la prise en charge, quand on prend les cardiologues, les neurologues, les néphrologues, dans notre pays, je ne suis pas sûr que nous atteignions les 100. Donc, il n'y a pas assez de médecins spécialistes, ce qui revient à dire que les médecins généralistes doivent être impliqués, ainsi que les paramédicaux, dans la chaîne de prise en charge de l'hypertension artérielle. Enfin, les défis liés aux patients. Il y a une faible connaissance de l'hypertension artérielle et de ses conséquences. Il y a des difficultés à adopter les mesures hygiéno-diététiques. Et ça, c'est un véritable problème, ainsi que la prise régulière du traitement. Lorsque le patient lui dit que c'est un traitement que vous allez prendre, entre guillemets, à vie, alors là, c'est un problème. Il n'est pas observant et ça pose d'énormes problèmes dans le contrôle de l'hypertension artérielle. Le coût élevé des médicaments, ici, coût élevé des médicaments antihypertenseurs. On sait que le coût moyen du traitement antihypertenseur au Congo est à peu près de 12 000 francs CFA par mois. Et cela avait été montré dans une étude en 2010 menée par le professeur Elenga Mbola et collaborateurs. Vous voyez que 12 000 francs CFA par mois, ce n'est pas toujours facile pour certains patients. Sans oublier les fausses idées sur l'hypertension artérielle. On dit beaucoup de choses à la cité. Non, si vous souffrez de l'hypertension artérielle, il faut juste boire suffisamment d'eau, ça va passer. C'est une fausse idée sur l'hypertension artérielle. Les gens disent, vous êtes encore jeune pour souffrir de l'hypertension artérielle. On a vu qu'en Afrique, les sujets sont de plus en plus jeunes. On va dire, ne commencez pas le traitement de l'hypertension artérielle, sinon vous deviendrez un hypertendu chronique. Tout ça, ce sont de fausses idées qui sont répandues et ajouter à cela le recours fréquent au traitement traditionnel. Tout ça, ça favorise la mauvaise observance du traitement. L'observance du régime hyposodé chez les hypertendus congolais a été étudiée par nos collègues néphrologues au CHU dans une étude transversale dans 3 centres hospitaliers de Brazzaville, donc au CHU, à l'hôpital de référence de Talangaï, à l'hôpital de référence de Makelekele. 363 patients hypertendus suivis en ambulatoire ont été enrôlés au cours de cette étude. L'observance du régime hyposodé était évaluée par 2 méthodes, une évaluation qualitative par le test Excel et une évaluation quantitative en faisant le dosage de la natriurése des 24 heures chez ces patients hypertendus suivis en ambulatoire. Il en ressort de cette étude que 63% d'entre eux avaient une hypertension artérielle non contrôlée. La moitié des patients avaient une consommation excessive en sel supérieure à 12 grammes par jour, alors qu'il est recommandé d'avoir une consommation entre 4 et 6. Mais là, la moitié avait une consommation de plus de 12 grammes, ce qui pose un problème. Et 86% de ces patients consommaient 2 fois ou plus de poissons salés par semaine. Pourtant, hypertendus, ce qui est déconseillé, mais ces patients continuaient de consommer le poisson salé. Et lorsque on essaie de regarder la consommation de sel par rapport à la natriurése, en faisant le dosage quantitatif, là à droite, c'est 80% des patients qui avaient une consommation excessive en sel. La moyenne ici, elle était de 21,9 grammes par jour de sel, avec des extrêmes entre 4 et 69 grammes de sel par jour. Et là, c'est un véritable problème. Très peu de patients ici, 1,6% avaient un régime hyposodé, respectant un régime hyposodé, mais sinon, 83% d'entre eux avaient une consommation excessive en sel, et ça, c'est un véritable problème dans notre contexte.
C'est pareil pour l'observance du traitement médicamenteux. Cette observance a été étudiée par notre maître, le professeur Ikama Méo-Stéphane, en 2013, dans une étude multicentrique qui avait enrôlé 212 patients hypertendus. 32,5% avaient une mauvaise observance médicamenteuse, 46,2% avaient des problèmes minimes d'observance. Donc, même le traitement, la prise du traitement pose problème. Et les facteurs prédictifs de mauvaise observance étaient l'âge élevé, la mauvaise connaissance du traitement et des complications, le fait de ne pas acheter soi-même le traitement, l'ignorance de la gravité de l'hypertension artérielle, l'ancienneté de l'hypertension artérielle, la présence de complications, le niveau élevé de la pression artérielle, c'était des facteurs de mauvaise observance observés au cours de cette étude. On sait que la mauvaise observance thérapeutique a un soubassement socio-économique. Cela a été démontré par des auteurs ivoiriens qui ont montré que les patients qui avaient moins de 100 000 francs CFA par mois étaient, dans 60%, ces patients avaient une mauvaise observance thérapeutique. Donc, lorsque vous gagnez un peu moins de 100 000 francs CFA dans cette étude, les patients sont moins observants. Et 60% de ces patients n'avaient pas de couverture maladie. Dans cette étude, les facteurs de mauvaise observance étaient le sexe féminin, les personnes sans emploi, les personnes ayant un faible revenu, le nombre de comprimés, donc plus vous prenez beaucoup de comprimés par jour, la personne est de moins en moins observante. Le nombre de prises et ceux qui avaient recours à la médecine traditionnelle. Alors, quelles sont les perspectives pour améliorer la prise en charge? Au niveau du système de santé, il faut sensibiliser davantage la population sur les facteurs de risque qui favorisent l'hypertension artérielle. Nous avons cité ces facteurs de risque. Il faut une sensibilisation importante. Il faut établir une politique nationale de lutte contre l'hypertension artérielle avec des protocoles simples de prise en charge, comme aujourd'hui nous voyons le programme de lutte contre la tuberculose et autres. Et même dans ces différents programmes, on peut inclure le dépistage, le traitement de l'hypertension artérielle, parce qu'on a remarqué par exemple chez les patients, des personnes vivant avec le VIH, la prévalence de l'hypertension artérielle est importante. Donc, si dans le programme de lutte contre le VIH, par exemple, on incluait en même temps la prise en charge, donc le dépistage, le traitement, le contrôle de l'hypertension artérielle, cela apporterait un plus. Il faut rendre disponibles des antihypertenseurs et de bonne qualité à moindre coût dans les structures de santé, surtout les structures de santé primaires, les CCI et même les hôpitaux de référence. Surtout, mettre en place la couverture maladie. Tant que les patients vont continuer à acheter les médicaments avec leur propre poche, ça sera difficile d'obtenir une bonne observance et donc ça sera difficile de contrôler suffisamment l'hypertension artérielle. En ce qui concerne le personnel de santé, les perspectives, il faut encourager la formation médicale continue des agents de santé. Il faut dépister l'hypertension artérielle chaque fois que c'est possible, en consultation. Même lorsque le patient vient pour autre chose, il faut mesurer la pression artérielle. Ça fait partie des moyens de dépistage de l'hypertension artérielle. Il faut recourir à la prescription des médicaments génériques qui sont de moindre coût, c'est vrai, mais de bonne qualité aussi, pour éviter d'avoir ces problèmes que nous avons vus dans l'étude Seven. Le transfert des tâches ou de compétences entre médecins et les paramédicaux, infirmiers, sages-femmes, agents de santé communautaire, c'est important. On ne peut pas traiter tous les hypertendus. On n'est pas nombreux déjà les médecins, que ce soit les médecins spécialistes ou les médecins généralistes, on ne peut pas traiter tous les hypertendus. Donc, dans certaines localités, lorsqu'on peut transférer
certaines tâches ou compétences aux paramédicaux et cela peut améliorer les connaissances sur l'hypertension artérielle. Cela va améliorer l'accès et la qualité des soins. Les perspectives au niveau des patients, c'est la sensibilisation sur l'importance de se faire régulièrement dépister. Alors ici en Afrique, on conseille à partir de 18 ans, il est conseillé de faire vérifier sa pression artérielle au moins une fois l'année. Mais à partir de 30 ans, c'est quasiment obligatoire. Par année, il faut faire contrôler sa pression artérielle parce qu'on l'a vu, l'hypertension artérielle chez le sujet de race noire apparaît très tôt. Donc, dès 30 ans, c'est quasiment obligatoire de vérifier régulièrement sa pression artérielle. Il faut éduquer les patients sur l'importance, sur l'hypertension artérielle et l'importance des mesures hygiéno-diététiques, sur l'importance du traitement médicamenteux afin de pouvoir améliorer l'observance. Alors, une feuille de route avait été proposée par la PASCAR. La PASCAR, c'est la Société panafricaine de cardiologie. 10 actions avaient été proposées au niveau africain pour pouvoir atteindre un contrôle tensionnel de 25% à partir de 2025. Premièrement, il fallait une volonté politique, un leadership des décideurs. Deuxièmement, le financement et la mobilisation des ressources. Sans financement, sans ressources, ça serait difficile de prendre correctement en charge l'hypertension artérielle. Troisièmement, élaborer des recommandations simples et pratiques adaptées aux réalités locales. Quatrièmement, encourager le dépistage de masse. Cinquièmement, intégrer le dépistage, le traitement, le contrôle de l'hypertension artérielle dans les programmes existants. Comme on l'a dit, le programme par exemple de lutte contre le VIH ou la tuberculose, lorsqu'on intègre ce programme d'hypertension artérielle à l'intérieur, on peut atteindre un certain nombre important de patients. Sixièmement, la formation et les échanges d'expériences, on en a parlé. Septièmement, l'utilisation des tensiomètres validés et peu coûteux, ou bien des médicaments génériques qui sont généralement moins chers. Faire la promotion de la couverture universelle, prendre en charge ces patients depuis le diagnostic et le traitement. Neuvièmement, la recherche de qualité pour améliorer les pratiques. Donc, il faut encourager les recherches sur l'hypertension artérielle dans nos différents pays pour pouvoir améliorer les pratiques. Et enfin, il faut promouvoir les mesures de prévention. Donc, cette feuille de route avait été proposée comme perspective pour pouvoir améliorer le contrôle tensionnel d'ici 2025. En conclusion, l'hypertension artérielle est fréquente au Congo. Le diagnostic, le traitement et le contrôle tensionnel sont encore faibles dans notre pays. Les défis de la prise en charge de l'hypertension artérielle sont nombreux, mais restent surmontables. Dans nos pays à ressources limitées, il faut insister sur la sensibilisation des populations, sur l'éducation thérapeutique des patients, l'élaboration des protocoles thérapeutiques simples, la formation continue des médecins généralistes et des infirmiers, et surtout la mise en place de l'assurance maladie, qui est une nécessité dans nos pays assez démunis. Je vous remercie pour votre aimable attention.